On de la raconte sur Europe 1. Chaque année à la rentrée, les éditeurs publient des livres de professeurs. En général, ce sont des livres de professeurs grognons qui viennent dire « Ouais, le niveau baisse, il y a un problème avec les musulmans, faut tout changer, le bac c'est plus que c'était, on le solde, on le brade. » Bref, des gens qui râlent. Et moi, j'ai trouvé le livre d'une prof heureuse. Elle s'appelle Sophie Mazet. Elle publie chez Robert Laffont, Prof, les joies du métier. Bonsoir, Sophie Mazet. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé d'anglais à Saint-Ouen, au lycée Auguste Blanqui, dont vous prenez la peine de préciser qu'il est en zone prévention violence. Ça, c'est le stade ultime du lycée en difficulté. Et vous commencez d'ailleurs votre bouquin là-dessus. C'est un prof, en gros, on lui demande toujours « ça va ?» d'un air de dire « il doit être au fond du trou ». Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est l'image un peu doloriste qui est véhiculée en grande majorité, un petit peu partout, parfois même par les enseignants eux-mêmes. Et donc j'ai voulu montrer que cette caricature, finalement, ça n'était que ça, une caricature, et que moi, ma vision de l'enseignement et la vie d'un grand nombre de mes collègues aussi, on peut regarder les statistiques, ne correspondent pas vraiment à cette caricature-là. C'est-à-dire, par exemple, chez vous, dans votre lycée, à la salle des profs, vous évalueriez à quelle part la part des enseignants heureux et la part des enseignants qui souffrent? J'en sais rien, mais si on regarde les statistiques, majoritaire, minoritaire 70% des profs sont plutôt contents d'être là. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir combien d'autres personnes dans les autres métiers ne seront pas contents d'être là où ils sont. Donc, vous voyez, quand on parle du malaise enseignant, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique aux enseignants? J'ai essayé de voir dans mon livre si c'était vrai ou pas. En fait. Aux êtres humains, en général. Voilà. Alors, c'est d'autant plus intéressant de votre part que vous n'aviez pas la vocation, parce que souvent on dit ce qu'il faut pour être un bon prof, c'est il faut avoir la vocation de pédagogue rivée au corps. Vous dites que vous passez l'agrégation, vous êtes professeur agrégé de manière assez machinale, voilà, vous êtes une bûcheuse quoi, et vous allez enseigner à la fac dans le cadre de votre agrégation, de la préparation, et là vous dites ça me plaît. Ben voilà, je suis un peu arrivée là par hasard, j'ai vu de la lumière, je suis entrée. Et en fait, c'est vrai que c'est l'enseignement, c'est le contact avec les élèves, c'est le fait de les faire réussir, en fait, parce que je voyais bien que ça marchait, même si c'était totalement empirique, ce que je faisais à l'époque, j'avais absolument aucune formation. C'est ça vraiment qui m'a accrochée dès le début, j'ai totalement laissé tomber ma thèse, la recherche, etc. Ça m'intéresse absolument pas. Vous n'avez pas passé votre thèse de doctorat, vous n'êtes pas doctorat en anglais. Ah non, pas du tout, c'est vraiment pas ma vocation, c'est pas mon métier, il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi. Ouais. Mais en revanche, ce que j'ai vu, c'est que l'enseignement me plaisait, donc à partir de là, j'ai demandé à aller dans le secondaire et puis j'y suis restée, j'ai pas l'intention de m'en aller. Alors racontez, parce qu'il y a dans votre livre une anecdote que j'ai trouvée très, très raccro avec l'actualité d'aujourd'hui. Vous racontez votre premier stage en collège, pendant que vous êtes en formation pour devenir prof, et là il y a une prof une prof d'anglais, qui commence tous ses cours par de la musique. Et il se trouve que le ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui a demandé à ses élèves de mettre de la musique, enfin à ses profs de mettre de la musique au début du cours pour marquer la rentrée des classes. Et c'est une technique que vous avez vous-même utilisée puis abandonnée. Pourquoi l'avez-vous abandonnée? Alors, donc c'est ma tutrice de collège, Céline, qui mettait ça en place. Il y avait des raisons pédagogiques en fait, c'est-à-dire que le moment où elle mettait de la musique, c'était le moment de l'entrée en classe. Ouais. C'est-à-dire que ça marquait vraiment une sorte de sas en fait, et les élèves savaient qu'à partir du moment où la musique s'était arrêtée, déjà c'était plus la peine d'essayer d'entrer, ils étaient en retard, donc c'était fini. Et ils devaient avoir sorti leur cahier, être debout, prêts à participer et à réciter la leçon. Donc j'ai essayé de le mettre en place dans mon lycée, enfin je l'ai mis en place pendant une année dans le lycée où j'étais avant, puis après dans l'autre lycée j'ai essayé. Et en fait c'était trop compliqué pour des raisons bêtement pratiques, c'est-à-dire que je changeais de salle à chaque cours, donc c'était vraiment pas applicable. Vous n'aviez pas le tourne-disque sous la main quoi. Non voilà, mais ça serait à la limite faisable, et pourquoi pas le réessayer, peut-être que je le réessayerai cette année ou dans d'autres années, mais j'aime bien aussi changer de pratique de temps en temps, donc pourquoi pas. Vous racontez dans votre livre que quelques-uns de vos collègues ont une technique pour la rentrée scolaire. Ils ne sourient pas avant les vacances de Toussaint. C'est vrai ça? Alors ça oui, c'est une phrase que j'ai entendue quand j'étais stagiaire, justement, ça m'a fait un peu peur parce que c'était une dame qui était formatrice et qui nous disait, voilà, moi c'est simple, je ne saurai jamais avant la Toussaint. Pour imposer l'autorité quoi, c'est voilà, ça? C'était ça, c'est-à-dire pour la phase où on est un petit peu plus autoritaire peut-être pour que ça se passe de façon plus fluide dans la suite de l'année. Et alors je lui ai dit, mais comment ça, vous souriez pas? Je pensais pas qu'elle c'était littéral, et en fait si, c'est tout à fait littéral. Donc elle m'a fait un peu peur, donc je me suis dit les pauvres petits sixièmes. Donc, vous, oui, voilà, souriez dès le premier jour? C'est-à-dire que oui, si je suis contente, je souris. Il n'y a pas de raison, a priori, de ne pas sourire. Je vois vraiment pas de raison. Pour moi, c'est pas du tout contradictoire avec le fait d'établir une autorité. Je vois pas où est le problème, en fait. On voit bien dans votre bouquin que les profs butent sur un os l'idée qu'il ne faut pas
aimer les élèves ou vouloir se faire aimer par eux, en gros que le charisme, l'affect, tout ça c'est un piège. Vous vous dites bien sûr il y a des risques à se faire aimer des élèves et à aimer les élèves, mais si on pratique ça de manière assez bienveillante, on s'en sort quoi. Oui, c'est-à-dire que dans l'ensemble, mes collègues et moi, on est quand même assez bienveillants, on essaye, mais c'est vrai que c'est difficile déjà d'accepter cette part d'affect, de ne pas complètement la nier. Il y a des élèves que vous préférez, vous? Oui, il y a des élèves qu'on préfère, mais après, ce qui est quand même assez utile, c'est qu'on a des barèmes, on a quand même, pour la notation, en fait, on a des choses qui nous disent comment faire pour remplir les bulletins, par exemple. On ne peut pas se laisser aller à la subjectivité la plus totale. Il y en a très très peu qui le font, il y en a qui le font, mais c'est rare. Globalement, on sait ce qu'on doit mettre dans un bulletin, on sait sur quoi on doit commenter dans le bulletin. Alors, dans ce rapport aux élèves, vous parlez beaucoup de bienveillance. C'est une expression qui revient beaucoup dans votre livre. C'est quoi la bienveillance, si ça n'est pas les aimer? Alors la bienveillance, c'est pas un terme galvaudé comme certains essaient de le dire. Pour moi, c'est quelque chose qui a toujours existé, probablement même avant même qu'on en parle. En fait, je pense pas qu'on ait accusé qui que ce soit d'être malveillant, mais c'est globalement l'idée de penser qu'un élève n'est jamais figé, de lui donner toujours une chance de s'améliorer, c'est-à-dire d'accepter l'idée qu'il est en évolution et que même s'il nous casse drôlement les pieds lors d'un cours, il puisse s'améliorer au prochain cours ou peut-être à la fin de l'année, peut-être l'année d'après d'ailleurs. On l'aura plus, c'est dommage. Mais c'est vraiment l'idée de donner une chance aux élèves et d'accepter qu'on est là aussi pour mettre en œuvre, lorsqu'ils vont saisir cette chance, pour mettre les choses en œuvre avec eux. Alors une rentrée des classes, ça n'est pas que rencontrer des élèves, c'est aussi rencontrer des collègues. Vous faites une description absolument délicieuse de ce qu'est une salle d'épreuve. Vous dites d'ailleurs que récemment, vous n'y allez plus beaucoup à la salle d'épreuve, que vous profitez un peu d'un emploi du temps qui vous fait vous balader aux quatre coins de votre lycée pour pas passer par la salle d'épreuve, parce que vous dites en gros, à la salle d'épreuve, on passe son temps à dire du mal de nos élèves et en quelque sorte, ça les fige dans une image négative. Ah voilà, j'ai un rapport assez passionnel à la salle des profs, en fait, comme beaucoup d'enseignants, je pense. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un cours qui va mal se passer, vous allez éprouver le besoin de le raconter à un collègue qui est sympa, parce que mes collègues sont sympas et je les aime beaucoup, donc ça me rend triste quand je les vois pas. Mais donc du coup, vous racontez votre histoire, et puis un deuxième collègue arrive, vous la racontez une deuxième fois, et en fait, je me suis rendu compte, en tout cas, il y a une surenchère, quoi, qui se crée, ça faisait exister le problème, et ça le rendait encore plus énorme qu'il n'était au départ, et du coup, c'est compliqué après de revoir la classe. Donc à la limite, je me demande si c'est pas mieux de s'en tenir à en parler une fois et puis voilà, ce qui est très compliqué. Donc voilà, ça explique un petit peu pourquoi j'étais contente d'aller un peu moins en salle des profs, mais après je suis toujours très contente d'y voir les collègues ils sont très sympas. Une chose dont vous ne parlez pas dans votre bouquin, vous êtes professeur agrégé, avec une agrégation aujourd'hui, vous pourriez quitter le lycée de Saint-Ouen après un certain nombre d'années d'expérience pour, je sais pas, pour avoir une classe de prépa quelque part, ou intervenir auprès des élèves, je sais pas, qui préparent HEC ou Normal Sup, etc. Et vous dites dans votre bouquin, je resterai dans ce lycée. Oui, alors j'imagine que je pourrais partir, mais alors déjà des prépas j'en ai, parce que dans mon lycée nous avons des prépas, donc j'ai quelques heures en prépa dans mon service, qui est vraiment, c'est un lycée intéressant, on essaye vraiment de tirer les élèves vers le haut, donc j'ai envie de rester là aussi pour cette raison-là, c'est parce qu'il y a ce côté la prépa, et il y a aussi les élèves du secondaire, voilà, comme ça je sais d'où ils viennent, donc non, c'était vraiment un choix, et puis aller ailleurs, pour l'instant ça m'intéresse pas spécialement, j'ai encore plein de choses à faire dans ce lycée. Votre livre s'appelle Prof, les joies du métier. Il est publié chez Robert Laffont. Merci Sophie Mazet. Merci.